Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va poursuivre la première que j'ai réalisée pour les 6e qui parlait de la préhistoire, qui pour rappel se situe avant l'histoire, donc avant l'apparition des premières écritures. Dans la préhistoire, on le découpe en plusieurs périodes, donc avec une première période qui est la période qu'on appelle le Paléolithique, qui va à peu près de moins 2,4 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, qu'on considère comme étant la naissance de l'agriculture. Même si évidemment, il faut bien garder à l'esprit que les dates, c'est quelque chose d'un peu arbitraire, donc c'est plus ou moins aux alentours de ces dates-là, même si c'est difficile d'être précis quand on est sur des si lointaines périodes. On va voir maintenant dans cette vidéo ce qu'on appelle la révolution néolithique. Pour rappel, le terme révolution, c'est un changement majeur et radical à partir d'une période. La révolution néolithique, on la situe en général entre moins 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à moins 300 000 ans avant Jésus-Christ. De quoi s'agit-il et quels sont les bouleversements qu'on peut avoir au néolithique ? Vers moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, les conditions climatiques vont commencer à s'améliorer. À ce moment-là, les premiers êtres humains qui ont créé les premiers villages, qui étaient regroupés donc autour de foyers, puis ensuite avec des villages un petit peu plus perfectionnés, avec des habitats qui étaient beaucoup mieux conçus que les premières habitations qu'on pouvait avoir, qui étaient plutôt en fourrure ou en peau. Les êtres humains qui étaient jusqu'alors nomades, c'est-à-dire qui se déplaçaient, vont commencer à devenir sédentaires. Quand on dit que les êtres humains vont se sédentariser, ça veut dire qu'ils vont se mettre dans un lieu et qu'ils ne vont plus bouger de ce lieu. Alors après, évidemment, ils vont un peu se déplacer autour. Mais on n'est plus vraiment sur un changement radical de lieu et de manière régulière. La sédentarisation, ça va de pair également avec l'invention de l'agriculture, puisqu'on n'est plus sur des êtres humains qui vont être de l'ordre du chasseur-cueilleur, donc qui vont se déplacer en chassant pour pouvoir se nourrir. On va se mettre dans un lieu, et à partir de là, on va se mettre à cultiver les sols pour produire. On va cultiver les sols et on va également développer l'élevage. Je vous mets une carte ici et sur cette carte, vous pouvez voir différents lieux représentés en vert qu'on considère comme les lieux de naissance de l'agriculture et de l'élevage. Vous voyez quand même que n'importe où sur Terre, on va retrouver des espaces où les hommes vont se sédentariser. Vous avez également des flèches. Ces flèches, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'expansion de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire le fait que cela va se répandre. Et vous pouvez constater qu'on va avoir différents types d'agriculture et d'élevage en fonction des régions, tout simplement en fonction des conditions climatiques. On va trouver par exemple de l'élevage de porcs, de poulets, de chiens du côté de l'Asie. On va trouver plutôt proche du Proche-Orient des moutons, des chèvres, la culture du blé, de l'orge. Pareil du côté de l'Europe. Si on reste plutôt en Afrique, on va être là sur des cultures qui demandent moins d'eau, telles que par exemple le seigle, le millet. Du côté de l'Amérique, on va être sur surtout de la culture du maïs, par exemple, la culture du haricot, la culture de l'avocat au niveau du Mexique actuel, qui à l'époque n'appelle pas le Mexique. Le fait qu'il y ait cette révolution néolithique, qu'il y ait cette sédentarisation, ça va de pair avec de nouveaux modes de vie. Donc justement, comment vivent les êtres humains lors de cette période du néolithique ? Je vous montre ici des images. Évidemment, on est sur des dessins, parce qu'on est sur des reconstitutions. Nous, on s'est basé sur des vestiges archéologiques qu'on peut avoir de l'époque, mais étant donné qu'on n'est pas encore sur une civilisation écrite, c'est difficile d'avoir véritablement des représentations. On a des fresques artistiques, mais on n'est pas sur de la précision comme on peut en avoir plus tard avec les civilisations grecques, romaines, qui vont vraiment nous laisser des sources et des données. Là, on va se baser notamment sur ce qu'on a trouvé au niveau du sol. La création de l'agriculture et de l'élevage, je vous disais, elle permet surtout que les hommes se fixent dans un lieu, puisqu'ils vont pouvoir produire à partir de ce lieu. Évidemment, en général, quand ils choisissent un lieu, ils vont essayer de trouver un espace qui soit proche d'une source d'eau, qui puisse permettre justement de nourrir les bêtes, mais également de permettre les cultures. On avait dit que les hommes avaient appris à maîtriser la fabrication de certains outils, et justement, les objets, les outils et les vêtements sont fabriqués jusqu'à présent à partir de pierre, mais on a également des vêtements par exemple fabriqués à partir de laine, de mouton, de lin. On va retrouver également les premières poteries, qui permettent de faire quoi ? Tout simplement de stocker les aliments ou de stocker l'eau par exemple. C'est également à cette époque qu'apparaissent les premières représentations de croyances religieuses. Alors, on estime que ce sont des croyances religieuses sans être complètement sûr, parce que nous n'avons encore une fois pas de source écrite pour nous l'attester, mais on a retrouvé dans certains endroits, notamment si vous prenez la Bretagne, par exemple vous avez du côté de Carnac l'alignement de ce qu'on appelle Kerlescan, qui servait sans doute, peut-être, à honorer le soleil, on suppose, et qui serait daté du 4e millénaire. On a également retrouvé des dolmens, par exemple vous avez celui-ci qui est le dolmen de la Roche-aux-Fées. Ces pierres, on les appelle des mégalithes. Ce sont donc des monuments composés de pierres de grande dimension et on va les séparer en deux avec à la fois des dolmens qui eux seraient
des constructions en pierre, mais qui seraient plutôt là pour faire office de tombeaux, et ce qu'on appelle des menhirs, qui eux auraient des fonctions qui seraient plus religieuses. On suppose également que comme il y a la première formation des premières sociétés, eh bien celles-ci s'organisent et vont commencer à pratiquer des échanges économiques, principalement ce qu'on appelle le troc. Donc on n'a pas encore forcément d'échanges à partir de pièces de monnaie, mais par contre on suppose qu'ils échangeaient différentes marchandises, différentes productions pour pouvoir justement satisfaire leurs besoins primaires. On suppose également qu'à cette époque apparaissent les premières formes d'inégalité de richesse, avec certaines sociétés et certains regroupements d'êtres humains avec des personnes qui ont des fonctions plus importantes et des fonctions qui certainement étaient plus subalternes, mais encore une fois, difficile de complètement l'attester, on est là sur des suppositions, mais il n'y a qu'à se baser sur les sociétés qu'on peut avoir et sur les modèles d'organisation sociétale qu'on a retrouvés et qu'on peut même observer encore aujourd'hui pour se rendre compte que généralement, quand il y a regroupement d'hommes, il faut forcément qu'il y ait organisation, sinon c'est l'anarchie, et donc cela laisse à penser qu'il y avait certainement des chefs qui étaient là justement pour essayer de maintenir l'harmonie à l'intérieur de leur groupe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été un petit peu plus clair pour tout ce qui concerne la révolution néolithique. On se retrouve bientôt pour l'apparition des premiers États et des premières sociétés et la naissance de l'écriture. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.